c'est parfait. Je vais être obligée de vous cacher parce que je ne vois plus moi. OK. Donc, bonjour à tous. Alors, on va continuer un peu sur la thématique de l'enseignement des mathématiques et des sciences dans notre cas, mais on ne va pas vraiment axer trop sur les concepts. Ne vous inquiétez pas. On va en fait vous parler d'un projet de recherche donc qu'on a mené dans lequel on est allé sonder des enseignants, des gens, différents acteurs du milieu scolaire, donc sur les adaptations à l'enseignement à distance qui ont eu lieu pendant la crise du COVID. Et on va essayer quand même de garder un bon temps pour vous donner des réflexions et des perspectives sur lesquelles nous travaillons actuellement. Donc, la mise en contexte, donc comme là, vous me direz si jamais c'est pas assez clair, mais je voulais passer assez vite. Juste rappeler qu'au Québec, en fait, nos écoles ont été fermées en mars 2020 et qu'à ce moment-là, il y a eu quelques tentatives d'enseignement à distance en mai-juin 2020 selon les centres de services scolaires. Donc, c'est assez varié, là, les modalités. Par contre, rendu à la rentrée 2020, les enseignants devaient enseigner à distance dans certaines circonstances, donc les fermetures de classe, par exemple, où, en fait, il y avait certains élèves qui participaient à ce qu'on appelait formellement l'école virtuelle, qui, en fait, a été créée pour scolariser les enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école pour des raisons de santé. Et la nécessité, d'apprendre en fait des expériences qui ont été vécues par les différents acteurs nous est apparue et en fait pour voir qu'est-ce qu'on pouvait retenir ou surtout pour l'avenir. Donc, les objectifs du projet étaient d'abord de dresser un portrait global des pratiques mises en place dans les écoles, d'identifier aussi les ressources utilisées pour dégager des enjeux technologiques, didactiques et pédagogiques, et créer éventuellement un espace de partage et de diffusion des pratiques et des ressources. Donc, les ancrages théoriques, on va passer quand même assez vite, mais pour vous donner une idée, on a essayé de sonder, je dirais, le sentiment d'efficacité personnelle des enseignants et on est allé analyser un peu l'effet de ce passage à distance sur les pratiques enseignantes. Donc, d'un côté, le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, selon Bandura, en fait, les croyances d'efficacité personnelle vont constituer le facteur clé de l'action humaine. Ce qui fait que si une personne va estimer ne pas pouvoir produire des résultats satisfaisants dans un domaine, elle n'essaiera tout simplement pas de les provoquer. Ce qui fait que ces croyances des individus sur leur efficacité vont influencer différentes activités, comment ils pensent, comment ils se motivent, comment ils se sentent, comment ils se comportent, etc. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle d'un individu va finalement ne pas se concentrer sur le nombre d'aptitudes qu'il possède, mais plutôt sur ce qu'il croit pouvoir en faire dans des situations variées. Donc, c'est un indicateur qui a été donc créé par Bandura et qui, évidemment, est le résultat d'une auto-évaluation, puisque c'est l'enseignant qui doit lui-même se prononcer sur son efficacité personnelle. Donc là, je parle d'un enseignant, mais en fait, c'est l'individu en général. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir cette extension du sentiment d'efficacité personnelle au sentiment d'efficacité professionnelle. Donc, on s'intéresse particulièrement aux enseignants, ce qui fait qu'on considère que les actes professionnels vont évidemment être influencés par ce sentiment d'efficacité professionnelle et que l'enseignant va organiser ses actions justement à partir d'un processus objectif de valorisation et de choix de certaines ressources et d'un processus aussi subjectif d'évaluation de la pertinence de ces actes dans un contexte, donc dans un certain contexte donné. Donc, finalement, l'efficacité professionnelle perçue par l'enseignant avec l'expérience, donc, va jouer un rôle essentiel dans le repérage, la valorisation des dimensions et la sélection des actes professionnels qui vont être mis en œuvre. Donc, ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, la pratique enseignante. Alors, la pratique enseignante, on a choisi
un cadre qui était justement, qui a été développé pour la didactique, en didactique des mathématiques, mais qui tenait compte aussi d'une dimension ergonomique, en fait. Donc, c'est Robert Erogalski qui parle de la pratique enseignante, donc comme tout ce qui se rapporte finalement à ce que l'enseignant fait, pense, dit ou ne dit pas, fait ou ne fait pas, donc sur une certaine période de temps quand même. Donc, il y a plusieurs dimensions à cette pratique. Donc, la dimension cognitive qui va englober évidemment tout ce que pense l'enseignant, tout ce qui est pensé, tout ce qui est planifié, par exemple, la planification, la prévision, en fait, de ce que les élèves vont faire. Donc, tout ce qui est comment est-ce que les trajectoires d'apprentissage des élèves sont organisées. Donc, là, on est dans la partie cognitive. La partie médiative, la dimension médiative, va davantage concerner les aides et les interventions auprès des élèves. Donc, tous les modes d'interaction que l'enseignant va mettre en œuvre pour agir un peu, bon, comme disait tout à l'heure Ismaël, donc en lien avec justement le milieu. Ensuite, on a la dimension personnelle. Donc, la dimension personnelle, évidemment, ça englobe tout ce qui est l'être humain lui-même. L'enseignant est aussi un humain au départ qui a ses conceptions, mais conceptions aussi de l'apprentissage et de son rôle comme enseignant. Il a aussi, alors dans le contexte qui nous intéresse, il a certaines compétences numériques propre, ne serait-ce que l'intérêt aussi pour aller vers le numérique ou pas. Il a une certaine confiance en ses capacités. Donc, il y a quelque chose qui est assez personnel. Et il y a une dimension aussi sociale qui a pris beaucoup de place, évidemment, pendant la pandémie. Donc, tout ce qui concernait le contexte social et les directives aussi qui pouvaient être reçues. Et la partie institutionnelle va davantage consister aux directives, finalement, bon, oui, ici aux directives, par exemple, ministérielles, mais aussi aux programmes, à tout ce qui est contrainte dans le milieu scolaire. Quelque chose d'important ici, c'est que nous, la pratique enseignante, on ne va pas l'observer à travers, justement, l'observation des enseignants en classe, mais plutôt à travers le discours des enseignants. Donc, on s'intéresse davantage à la pratique déclarée. Alors, les questions aujourd'hui qu'on veut aborder avec vous, concernent ces deux éléments, donc le sentiment d'efficacité personnelle, donc quels ont été finalement les impacts du passage forcé en enseignement à distance sur ce sentiment d'efficacité personnelle des enseignants, mais aussi sur la pratique déclarée des enseignants. Et on fait ressortir aussi à travers ça les besoins exprimés, puisqu'on veut regarder les perspectives d'avenir, donc prendre en compte quels sont les besoins exprimés par ces enseignants. Donc, 3 phases au projet. Dans la phase 1 des questionnaires en ligne qui ont visé des enseignants, des directions d'école, des élèves. Enseignants, donc je vous rappelle, qui enseignent les mathématiques et les sciences. 3e cycle du primaire, donc pour nous, la fin du primaire et le secondaire au complet. Donc, en fait, on avait quand même un bassin assez restreint puisqu'on était dans un centre de service là, au Québec, donc un bassin assez restreint d'enseignants. Et ce qui fait qu'après, on a invité certains de ces enseignants, en fait ceux qui étaient volontaires, à aller participer à des entretiens de groupe. Donc, aujourd'hui, on vous parle en fait de façon combinée de quelques résultats à la fois au questionnaire, donc à une partie plus quantitative et aux entretiens où là, on a une analyse plus qualitative. Donc, rapidement, les résultats sur les questionnaires, donc comme je vous dis, et les entretiens, ont porté sur différentes thématiques, évidemment. Donc, dans les questionnaires, on a posé des questions au niveau sociodémographique pour pouvoir situer les résultats, mais on a surtout questionné, évidemment, l'expérience en enseignement, la formation reçue, les modalités d'enseignement choisies en enseignement à distance, les contenus, pareil, qui ont été choisis, les évaluations, en fait, l'évaluation, comment elle a été envisagée, et aussi directement le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, en fait, la pratique enseignante déclarée, on l'observe à travers les réponses à toutes ces questions qui sont à la fois abordées de manière quantitative, donc dans le questionnaire en ligne, où les enseignants pouvaient écrire des petits commentaires assez courts et qui ont été précisés avec les entretiens. Donc, quelques résultats. Par rapport au sentiment d'efficacité personnelle, on avait 63% des enseignants qui se sont dit partiellement compétents pour enseigner à distance. Donc, c'est comme ça qu'ils se sentent. Et 11% qui ne se sentaient pas du tout compétents quand même. Donc,
quand on allait évidemment préciser, selon vous, en fait, c'est quoi les compétences qu'il vous manquent, on remarque que 57% des enseignants mentionnent que leur problème se situe au niveau technique. Quand même, certains vont mentionner la pédagogie, la didactique, ce qui fait qu'on peut imaginer qu'ils sont conscients que ce changement de modalité vient remettre en question tout ce qu'on pouvait penser, tout ce sur quoi on s'assoyait avant au niveau pédagogique et didactique. Ensuite, 81% vont mentionner ne pas être en mesure d'atteindre leurs objectifs pédagogiques. Et quand on regarde les commentaires, les précisions par rapport à cette problématique, on voit que ce qui est en souffrance, je dirais, c'est le problème de l'interaction qui est limité à distance. Donc, le fait qu'ils n'arrivent pas, les enseignants, à réfléchir avec les élèves, valider leur compréhension et bien les accompagner finalement dans le processus d'apprentissage. Pour ce qui est des besoins, alors là, on a choisi quelques éléments. Vous doutez qu'il y avait beaucoup de résultats. Donc, ici, on a choisi de vous parler par rapport aux modalités d'enseignement, le choix des ressources et des outils. Comment est-ce que ces choix ont été faits? Pour la plupart des enseignants, 40% en fait, les choix ont été faits selon la facilité et l'adéquation avec les intentions pédagogiques. Donc, il y a quand même une question au niveau des besoins qui reste. On le voyait aussi dans les commentaires, c'est que les enseignants se demandent comment choisir les ressources parce qu'il y en a beaucoup et qu'il faut faire des choix. Et aussi, il y a un besoin de temps qui est exprimé parce que ils nous disent clairement que des outils, il y en a plein. C'est simplement qu'ils n'ont pas le temps de se les approprier, de bien comprendre comment ils fonctionnent et comment les utiliser de manière pertinente. Ensuite, au niveau des enjeux, on leur a demandé quels sont, selon vous, les 3 principaux enjeux auxquels les enseignants font face. Alors, ici, on a alors, dans autres, il y a plein de petits éléments qui apparaissaient moins souvent. Donc, ce qui est apparu le plus souvent, ce sont les 4 qui sont là. Donc, maintenir les élèves engagés, motivés, le niveau d'aisance avec les technologies, donc des enseignants, et donc l'animation aussi favorisant la participation des élèves qui va un peu avec l'idée de maintenir les élèves engagés, motivés, et l'évaluation. Donc ça, ce sont les thématiques principales qui sont sorties comme des enjeux. Et nous, ce qui nous intéresse, là ici, ce sur quoi on va développer un peu plus, c'est comment en fait susciter, maintenir l'engagement en enseignement à distance, parce que dans les entretiens, c'est vraiment un sujet qui est revenu très souvent. Je pense qu'ici, je laisse la parole à Fabienne. Oui, tout à fait. Donc, oui? Je vais présenter les résultats de la partie un peu plus qualitative, ce qui ressort des groupes de réflexion qu'on a eus avec les enseignants. Et d'abord, d'une façon très globale, on peut dire que si on considère qu'habituellement, quand on n'est pas en période de crise ou de pandémie, l'enseignant atteint un certain équilibre dans ses pratiques, c'est-à-dire un équilibre entre les différentes dimensions dont Valériane vient de vous parler, la dimension cognitive, médiative, personnelle, sociale et institutionnelle. Et la première chose qu'on a constatée, c'est que ces pratiques sont complètement déséquilibrées. Cet équilibre-là, il est complètement remis en question lorsqu'on passe à distance. Alors, d'une part, parce que le passage à distance est forcé par la société et par l'institution. Donc, les dimensions sociales et institutionnelles prennent vraiment toute la place. Elles contraignent fortement la dimension personnelle, c'est-à-dire que la dimension personnelle est vraiment mise à contribution parce que finalement, ces contraintes-là viennent demander à l'enseignant de se débrouiller, de trouver des outils, de trouver des façons de faire face à ces contraintes-là, et puis il est un peu livré à lui-même. Et ce qui fait que finalement, les composantes cognitives et médiatives, qui normalement sont les leaders dans la pratique enseignante, sont un peu délaissées. Voilà. Donc tout ça, ça a une influence donc sur la logique d'action, donc la logique d'action qui est déterminée à la fois par les dimensions cognitives et médiatives. Finalement, le comportement de l'enseignant lui échappe un peu. Il se retrouve
à avoir des interactions limitées. Donc ça, c'est vraiment la première contrainte qui se dégage des entretiens. L'impossibilité d'avoir recours à des repères qu'on a habituellement. On sait, en tant qu'enseignant, lire ce qui se dégage d'un groupe. On perçoit les signes d'incompréhension quand on est en présence. Là, on n'y arrive pas à distance. Les enseignants ont beaucoup parlé du peu d'interaction qu'il y a à l'intérieur des groupes, entre les élèves, mais aussi entre eux et les élèves. Et ce qui ressort beaucoup aussi, c'est qu'on n'interagit plus avec des individus ou avec des êtres humains, mais avec des caméras. Et il y a toute la problématique des caméras. Est-ce que les caméras, elles sont ouvertes, elles sont fermées? Est-ce qu'on peut obliger à ce qu'elles soient ouvertes? Mais même quand elles sont ouvertes, finalement, qu'est-ce que ça nous amène comme renseignement? Donc, il y a toute une problématique autour de ce contact virtuel, en fait, qui se fait par une interface informatique. Alors, au niveau des besoins qui ont été exprimés par les enseignants donc plus précisément au sein des groupes de réflexion, ils ont regretté de ne pas avoir eu des formations plus spécifiques aux mathématiques, c'est-à-dire que leurs compétences numériques ont augmenté, ils n'ont pas eu le choix que de s'y mettre, mais ils auraient eu besoin de formations pour trouver des ressources plus adaptées, par exemple aux mathématiques ou aux sciences, plutôt que des formations sur des ressources générales comme Zoom ou Google Classroom. Et avec vraiment une thématique forte qui ressort, c'est celle du temps. Alors ici, c'est le temps pour s'approprier les outils, les découvrir, parce qu'en mathématiques, finalement, ce qui ressort, c'est qu'il y a énormément d'outils, mais qu'on n'a pas le temps de les découvrir, on n'a pas le temps de choisir celui qui est le plus approprié pour les enjeux pédagogiques ou didactiques qu'on a. Et toujours en lien avec le temps, mais un peu moins, c'est plus technique, le manque au niveau de l'accompagnement des élèves. Alors, le fait que les interactions soient limitées, et ça aussi, c'est peut-être lié au choix des outils, mais c'est surtout lié à la nature de l'interaction qui se met en place à distance. Donc, ça devient difficile de déceler l'incompréhension ou les difficultés. Et les élèves en difficulté sont finalement ceux qui vont être les plus défavorisés par le passage à distance. Donc, une question se dégage, dont Valériane a déjà parlé et qui vraiment nous tient à cœur, c'est comment maintenir les élèves motivés et engagés en enseignement à distance et que devient l'interaction, quelle sorte d'interaction on peut mettre en place quand on n'est pas en présence physique avec les élèves. Donc, tout ça nous a amené, nous, à dégager des réflexions et des perspectives en lien avec une possible hybridation des pratiques. Donc pour ça, on a pris du recul un peu par rapport au projet qu'on vient de vous présenter et on s'est basé aussi sur une revue de littérature parce que des projets comme le nôtre, il y en a eu beaucoup dans les 2 dernières années qui ont essayé de tirer un peu le bilan du passage à distance. Donc ce qui ressort globalement de ces recherches, c'est que ce que la crise nous a confirmé, qu'on savait déjà un peu, c'est que les infrastructures numériques sont là, alors pas de façon totalement égalitaire, hein. C'est sûr que c'est plus facile dans les grandes villes que dans des campagnes reculées, mais globalement, on a une infrastructure assez solide. Par contre, on a une grande fragilité de ce système face aux inégalités. Que ce soit au niveau, donc je viens de le dire, entre régions, entre les zones rurales et les zones urbaines, mais aussi en tant que compétences, c'est-à-dire que les compétences médiatiques ne sont pas réparties de façon égale. Et ça a une influence directe sur l'apprentissage, hein, parce que quand on est à distance, plus on est autonome et plus on est compétent en médiatique, mieux on va s'adapter à l'apprentissage à distance. Donc l'enjeu actuellement, c'est de développer. Donc, si on fait l'hypothèse qu'une certaine forme d'enseignement à distance va perdurer, donc l'enjeu, c'est de développer des nouvelles modalités pédagogiques qui ne vont pas favoriser les inégalités, mais qui au contraire vont contribuer à les diminuer. Alors, on est parti sur l'idée qu'on ne sait pas ce que va être l'avenir. Mais étant donné les pressions sociales, étant donné les structures informatiques qui sont là, on peut imaginer que des formes hybrides d'enseignement vont perdurer. C'est-à-dire qu'on va chercher à combiner les atouts du numérique qu'on a découverts pendant la pandémie
mais on veut aussi retrouver la richesse des interactions en présence. Donc, ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas comment c'est dans vos pays respectifs, mais ici à Montréal, ce qu'on voit, c'est on était tout à distance l'année dernière, on revient tout à présent en présence, 100% en présence en ce moment. Puis on peut imaginer qu'à un moment donné, on va trouver un équilibre. Mais ce qui ressort de cette situation, c'est vraiment qu'on a réalisé la richesse des interactions en présence. Donc, même si on peut capitaliser sur les avancées réalisées, les avancées numériques, le fait que les enseignants ont développé leurs compétences numériques, il y a des choses, il y a eu beaucoup de créativité, il y a eu des approches novatrices, des nouvelles modalités qui ont été mises en œuvre. Mais dans le tout à distance, on a constaté un essoufflement aussi bien chez les enseignants que chez les élèves. Donc maintenant, nous voilà revenus en présence, comme je l'ai dit. Et donc, nous, ce qui nous interpelle, c'est mais qu'est-ce qu'il y a dans cette relation en présence qu'on n'arrive pas à transposer en distance? Donc, dans ce besoin ressenti de revenir à des relations en présence, qu'est-ce qui est en jeu? Donc, nous, ce qu'on voit, c'est une prise de conscience des corps. Même quand on est à distance, nos corps sont là et ils ont besoin de prendre leur place. Et c'est donc prendre conscience que les modalités à distance modifient tout un tas de paramètres physiques, comme la relation à soi et aux autres, la relation à l'espace, les temps et les lieux d'apprentissage changent, la relation entre l'espace de l'apprentissage et l'espace de vie quotidienne se modifie aussi, mais c'est aussi la relation à l'institution qui change. Donc, toutes ces relations qui changent de façon implicite, nous, on a envie d'aller étudier ce qui se passe plus précisément. Et donc, pourquoi on veut faire ça? Pour être capable d'inventer des outils d'accompagnement de ces transformations. Donc, en devenant conscient de ces transformations, on va être capable de mieux les accompagner. Et donc, nous, ça nous amène vraiment à réfléchir à la place de la corporéité ou de l'expérience sensible dans la relation pédagogique, mais aussi dans la relation au savoir, donc au sein même de l'apprentissage. Donc voilà, c'est ça. Donc maintenant, nous, en tant que chercheuses, on s'intéresse vraiment à ce que ça veut dire être à distance, être en présence. Est-ce qu'à distance, on a vraiment une présence ou est-ce qu'on a un sentiment de présence? Comment on peut travailler sur ce sentiment de présence? Et donc, on veut travailler à définir des nouveaux scénarios pédagogiques, des nouveaux cadres de pensée, des nouvelles manières de fonctionner qui prennent en compte cette importance du corps. Tout ça dans le but de développer juste développer des nouvelles façons, des nouvelles modalités pédagogiques, aussi bien qui reposent sur un fort ancrage corporel, aussi bien à distance qu'en présence. Donc, l'hypothèse qu'on fait, c'est que si on devient conscient de l'importance de nos relations de l'importance d'être en présence physique avec les gens, qu'on arrive à comprendre ce qui se passe en présence, ça va être plus facile de comprendre et de transposer à distance. Donc, on s'est engagé actuellement dans une réflexion générale sur le rôle du corps, donc le corps de l'enseignant, une réflexion sur notre relation à notre propre corps, nous en tant qu'enseignants, mais aussi sur le rôle du corps. Donc là, c'est plus le rôle de l'expérience sensible de la manipulation quand on apprend des maths. Est-ce qu'il y a un engagement physique dans l'apprentissage des mathématiques? Donc, c'est là-dessus maintenant qu'on travaille un peu, mais toujours avec en perspective l'alternance d'enseignement à distance et d'enseignement en présence. Merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour réagir